Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 9 mars. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal, comme chaque jour, le point sur votre actualité locale avec nos invités, mais également les journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de cette édition. Aujourd'hui, mercredi 9 mars, le test de la rue pour la réforme du travail. Syndicats, salariés et étudiants, ils sont nombreux à être descendus dans les rues pour protester contre le projet de loi de Myriam El Khomri. Le point dans cette édition à suivre avec également comme invité Bertrand Degré, président du MEDEF des Yvelines. Et cette semaine, l'UVSQ accueille les journées Handifac. Objectif, sensibiliser la communauté universitaire au handicap. L'auteur de BD, Georges Grard, s'est déplacé pour une séance de dédicace. Il est le premier à avoir mis en scène des héros de bande dessinée handicapés. Et enfin, la journée internationale des droits de la femme a été l'occasion pour la Fédération française de cyclisme de présenter son plan de féminisation de la discipline. Retour sur la soirée organisée mardi soir au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Démonstration de l'équipe de France, baptême sur piste et ateliers étaient au programme. Et l'actualité de ce jour, c'est bien sûr le mouvement de grève, une mobilisation importante des salariés, syndicats, étudiants ou encore chômeurs qui a eu lieu un peu partout en France. En cause, le projet de loi sur la réforme du travail proposé par la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Cette réforme est loin de faire l'unanimité. Une pétition contre celle-ci postée sur le site internet change.org a déjà recueilli plus d'1 million de signatures. L'étape suivante, c'était bien sûr la mobilisation dans les rues de Paris qui a eu lieu aujourd'hui. Pour en parler ce soir avec nous, Bertrand Degré, président du MEDEF des Yvelines. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous livrerez votre analyse sur cette réforme et vos impressions dans quelques instants. Mais avant cela, je vous propose de revenir sur la manifestation contre l'avant-projet de loi sur la réforme du Code du travail. Chômeurs, travailleurs et étudiants se sont réunis pour cette manifestation, place de la République à 14h. Manifestation toujours en cours. Patrick Jacques de Dixmude et William L. sont allés prendre la température. Regardez. Chômeurs, travailleurs et étudiants, comme le spectre du CPE, l'appel à la manifestation du 9 mars, place de la République à Paris, a été entendu. Un rassemblement sans réelle organisation, mais un seul objectif, aujourd'hui tous dans la rue, unis face à El Khomri. Il n'y a rien de bon là-dedans. Que celui qui trouve un seul truc en faveur des travailleurs, qu'il le dise. Il n'y a rien pour les travailleurs. Tout est pour les riches, pour les patrons, pour les entrepreneurs. Il y en a ras-le-bol de ça. La pétition, c'est très bien, mais ça va à la déchiqueteuse. Il va falloir des grèves, des mobilisations, des manifestations. Parce que ces gens-là, ils ne comprennent pas les discussions. Dans les rangs des syndicats et des partis de gauche qui manifestent aujourd'hui contre la politique d'un gouvernement socialiste. Une manifestation dont les lycéens et étudiants se sont emparés. Aujourd'hui, c'est important d'être dans la rue puisque la loi travail, c'est tout simplement un recul de 70 ans en arrière sur le droit des travailleurs et que c'est la précarité pour les jeunes et pour les étudiants. Aujourd'hui, se mobiliser, c'est la seule solution pour gagner de nouveaux droits pour les jeunes et pour empêcher que cette loi régressiste passe. Un retrait non négociable est demandé par la grande majorité des syndicats. Une manifestation aujourd'hui qui sera un véritable thermomètre social pour le gouvernement. Nous demandons qu'il y ait un travail de discussion et des mesures qui soient prises, mais pas celles de ce texte. Donc nous demandons au gouvernement de comprendre et d'entendre que ce texte n'est pas bon, il le retire et on discute. Ce que nous ne voulons pas, c'est le statu quo. Vous savez, un gouvernement de gauche qui fait une politique de droite, moi je ne fais pas la différence avec Sarkozy. Nous, on n'est pas de cette majorité, on ne l'a jamais été au niveau du parti de gauche et de Jean-Luc Mélenchon. Donc ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer, au contraire. Donc on serait ravis de faire tomber ce gouvernement. Un mouvement qui a commencé timidement à 14h, mais qui a vu ses rangs grossir jusqu'à recouvrir l'ensemble de la place de la République avant un départ vers la place de la Nation. En France, ce sont environ 150 manifestations qui étaient prévues aujourd'hui. Alors les chiffres de la mobilisation n'ont pas encore été définis ni communiqués, mais plusieurs dizaines de milliers de personnes, à peu près 20 000, étaient au rendez-vous. Bertrand Degré, vous comprenez cette mobilisation ? J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à vous répondre. Parce que, alors, ce que je crois, d'abord, je veux m'exprimer, ce n'est pas une loi pour le MEDEF. Nous critiquons certains aspects. Nous pensons seulement que c'est un premier pas qui va dans le bon sens. Mais je pense qu'elle a été très mal amenée. Très mal amené et il y a eu très peu de pédagogie. Il y a un homme réclamé la discussion. Il aurait peut-être fallu de la discussion préalable pour faire comprendre. Parce que quand j'entends ce que les manifestants de votre reportage, j'entends soi-disant en arrière, dit l'étudiant, mais je sais pas à quoi il fait référence, soi-disant en arrière, je ne vois pas ce qu'il faisait il y a 70 ans. Quand il parle de précarité, c'est tout le contraire.
C'est tout le contraire. La précarité, c'est le chômage. L'emploi, c'est pas la précarité. Baisser les salaires, j'ai pas vu que cette loi baissait les salaires. Au contraire, cette loi, elle est faite pour... Alors, il y a certains aspects de la loi, je dis bien pas tout, hein, mais certains aspects qui permettent de sécuriser l'entreprise. Et je voudrais aussi qu'on parle d'une chose, il faut arrêter. Parce que on a entendu, je crois que c'est le premier interlocuteur qui disait les riches, les patrons, les Mais entrepreneurs. le patronat en général, et notamment Pierre Gattaz, donc président national du MEDEF, s'est dit plutôt satisfait de cette loi. Vous ne partagez pas cette opinion? Non, mais si, je vous l'ai dit. Elle va dans le bon sens. Notre niveau de satisfaction est sur le fait qu'elle aille dans le bon sens. Donc on ne va pas taper sur le truc. Vous dire que cette loi nous satisfait pleinement, et Pierre Gattaz d'ailleurs ne dit pas qu'elle nous satisfait pleinement, elle va dans le bon sens. Et c'est tout mon propos. Donc je partage parfaitement l'opinion de mon président. Les points positifs de cette loi, selon vous? Alors, les points positifs, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est celui du plafonnement des indemnités prud'homales. Attendez, on ne parle pas de 2 mois, on parle d'un an et demi quand même. Hein. Cela, ça va quand même dans le sens des entreprises. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'il va dans le sens de la société. C'est quand un employé perd son travail, c'est qu'il puisse le retrouver le plus vite possible. Donc, s'il touche 1 an de salaire ou 6 mois de salaire, l'important, c'est pas qu'il vive avec ces 6 mois ou ces 1 an. L'important, c'est qu'il trouve du travail tout de suite. Donc, il va toucher 6 mois de salaire ou 1 an de salaire selon son ancienneté. Et il va retrouver du travail dans les 3 mois. Il faut se mobiliser là-dessus. C'est là qu'il faut se mobiliser. C'est sur la formation des gens, sur la capacité à créer de l'emploi et la capacité à ce que les gens soient en emploi. Parce que la vraie précarité, c'est le chômage. L'intention du gouvernement de mieux adapter justement le droit du travail aux TPE, PME, beaucoup de gens s'en sont félicités, notamment forcément les TPE, les PME, les petits artisans. Vous trouvez que c'est également une bonne chose, un point positif? Mais attendez, d'abord, encore idée reçue, le MEDEF est composé à 96% de PME, TPE, de moins de 10 salariés. D'accord? Donc nous sommes... parce que je ne cesse de le répéter sur ce plateau, le CAC 40, c'est 40 entreprises, point à la ligne. Il y en a 40, par définition. La France, et ça, c'est les normes INSEE qui vous le disent, il suffit de chercher sur Google INSEE, taille des entreprises, et vous apercevez que 96% d'entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Donc la France est un pays de PME et de TPE. Donc l'entreprise française sont des PME et TPE. Donc je ne peux que me féliciter, de mesures. Alors, enfin, je suis patron d'une PME et l'intégralité, à une petite exception près, des adhérents du MEDEF des Yvelines sont des patrons de PME et de TPE. Justement, vous, en tant que patron, qu'est-ce que cette loi va vous apporter? Est-ce que concrètement, pratiquement, vous pouvez nous dire des avantages peut-être pour vous? Alors, j'ai la chance d'avoir une activité, moi, qui est assez régulière. Je ne suis pas soumis à des variations. C'est une des chances qu'a mon entreprise. Et en ce qui me concerne, le volet qui permet d'adapter, d'avoir des licenciements économiques en cas de baisse d'activité de l'entreprise, je ne le dirai jamais, puisque moi j'ai la chance d'avoir une entreprise qui progresse, qui va bien, qui embauche. Donc, à titre personnel, mais je pense que beaucoup d'entreprises que je connais, qui justement sont soumis à cet effet de commande, vont pouvoir moduler. Et ça peut être une chance, parce que, vous savez, quand on est englué, je dirais, avec des charges et des coûts qui font que l'entreprise perd de l'argent, si elle en perd trop, à un moment, elle dépose le bilan. C'est assez simple à comprendre. Et quand elle dépose le bilan, tous les emplois sont cassés. Tous. Alors, moi, je préfère les entreprises qui passent de 50 à 40 salariés pendant une période parce que c'est difficile, qui vivent, et quand elles reprennent le haut de la vague, qu'elles permettent de rembaucher les 20, les 30 ou les 40 et se dépasser. Ce qui m'intéresse, et ça aussi, c'est une chose qu'il faut comprendre, il n'y a pas de combat entre un patron et ses salariés. Nous vivons une chose commune. Un chef d'entreprise, il n'a qu'une envie, c'est de voir progresser son entreprise et d'embaucher. Parce que s'il embauche, c'est qu'il a développé l'entreprise. Je ne connais pas un patron qui puisse me dire « Moi, j'ai envie de régresser, monsieur. J'ai envie de régresser, j'ai envie de virer des gens parce que je n'aime pas les employés. » Ça n'existe pas, ça. C'est juste dans la rue qu'on entend des choses comme ça.
Vous parlez tout à l'heure justement du chômage. Selon le gouvernement, cette réforme du Code du travail est nécessaire notamment pour lutter contre la hausse du chômage. Axel Persson, qui est secrétaire général syndicat CGTD Cheminots Trappes, est venu hier en plateau. Il nous en parlait justement. Je vous propose d'écouter cet extrait où il parle du chômage. Aujourd'hui, si on veut faciliter le licenciement, on ne va pas créer des emplois. Tout ce qui va se passer, c'est qu'on va faciliter les licenciements et au contraire, on va supprimer encore plus d'emplois. C'est la seule conséquence que ça va avoir. Évidemment, ça va aussi donner une latitude encore plus importante pour l'employeur qui a déjà, il faut le rappeler, quand même tous les pouvoirs dans une entreprise. Il a le pouvoir de direction, d'organisation, de sanction. Ça va lui donner encore plus de latitude pour imposer ses projets face à des salariés qui seront encore plus démunis du point de vue de la loi pour se défendre. Justement, une réaction à propos ? Pour moi, c'est caricatural. C'est issu d'un autre âge. C'est totalement à côté de la plaque. Attendez, à écouter ce monsieur, on pourrait croire que l'entrepreneur ou le chef d'entreprise veut licencier. Mais j'en connais pas un seul, moi, comme ça. J'en connais pas un seul. Ce que demande le patronat ou les entrepreneurs, c'est plus de flexibilité, mais on peut comprendre que cette flexibilité peut aussi amener au chômage. Mais, attendez, si à la limite, le chômage, aujourd'hui, il existe. Toutes les mesures et toutes les protections qu'on a mis n'amènent... Alors, écoutez, aujourd'hui, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on ait été tellement écouté. Hein. Ce que je constate, c'est quand même que le chômage augmente de plus en plus, donc on est vraiment sur la mauvaise voie. Ça, on le sait. Maintenant, ça, c'est un constat. Maintenant, nous disons aujourd'hui que, mais en plus, plus nous pourrons être agiles, plus nous pourrons être rassurés, plus nous pourrons voir l'avenir. Parce que qu'est-ce qu'un chef d'entreprise ? C'est qu'il regarde l'avenir quand il va investir. Quand il embauche une personne, c'est un investissement pour l'entreprise. Si il est sécurisé sur cet investissement, il le fera. Aujourd'hui, on peut, en bloquant et en mettant des barrières, les patrons n'embauchent pas. Donc, le chômage augmente. Et ça continuera. L'important, je vous le disais tout à l'heure, c'est de pouvoir que demain, mais si demain une entreprise... Attendez, la lutte, elle est mondiale. Hein. Aujourd'hui, on est sur une compétition mondiale avec des Chinois, des Indiens, des Américains, des Sud-Américains. Enfin bon, la planète. Et cette lutte, c'est un vrai combat. On doit la gagner. Et aujourd'hui, l'important, c'est savoir se transformer, savoir évoluer. La formation, c'est important. De pouvoir former des gens qui soient qualifiés. Un salarié de demain devra peut-être avoir plusieurs métiers, plusieurs vies, pouvoir s'adapter. L'important, c'est qu'il soit en activité, c'est qu'il ait de l'emploi, et pour ça, il faut créer de l'emploi. Mais le licenciement en soi, c'est le chômage qui est la précarité. Le licenciement en soi n'est pas forcément un drame. Si derrière, il a retrouvé du travail parce qu'il a la qualification ad hoc, tout va bien. Mais moi, je dis encore une fois, je ne connais pas un entrepreneur, et j'en connais beaucoup, qui me disent « j'ai envie de licencier ». Ils ont tous une envie, c'est embaucher, c'est croissance. Merci Bertrand Decré d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Nous suivrons évidemment cette actualité car la mobilisation n'a pas touché que les salariés. Les étudiants étaient également mobilisés aujourd'hui. Dans les Yvelines, les différents syndicats étudiants se sont donné rendez-vous à la gare de Saint-Quentin en Yvelines pour un départ vers la manifestation à Paris. Les mouvements des jeunes socialistes, l'Union des étudiants communistes et l'UNEF étaient réunis. On écoute tout de suite Alexandre Netto, président de l'UNEF à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. On ne veut pas retourner en arrière, tout simplement. On n'a pas envie non plus de travailler plus pour gagner moins, tout simplement. Il y a 10 ans, on se bat contre le CPE. Ce gouvernement était contre le CPE. Et 10 ans plus tard, on nous prend en CPE x20. C'est hors de question. Du coup, aujourd'hui, on se mobilise. Et dans la durée, on va faire monter la pression chaque semaine, de manifestation, partout en France, jusqu'à le retrait, mais total, de ce projet de loi. Aujourd'hui, on est entre 50 et 60 à partir des Yvelines. C'est très encourageant parce que c'est la première. C'était les vacances pendant 2 semaines. Et pour autant, on a réussi à mobiliser 50 à 60 personnes on va rejoindre tous les autres qui sont mobilisés à Paris. Et la prochaine date de mobilisation, c'est le 17. Et je vous promets qu'on sera au moins 3 fois plus. Et une autre mobilisation générale est prévue normalement le 31 mars. L'UNEF, quant à elle, appelle à une autre journée d'action dans l'université le 17 mars. Et depuis le lundi 7 mars, l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines accueille les journées handicap. Jusqu'à ce vendredi, plusieurs animations et événements autour du handicap rythment ces journées. Le but, sensibiliser la communauté universitaire au handicap en essayant des pratiques sportives adaptées ou en rencontrant des personnes concernées. Mardi, toute la journée, l'auteur des BD Georges Grard s'est déplacé pour une séance de dédicace dans le hall de l'université. Il est le premier à avoir mis en scène des héros handicapés. Camille Lambert l'a rencontré.
Ed est un adolescent, il vit dans une cité et il a une bande d'amis. Un jeune garçon comme tous ceux de son âge, ou presque. Voilà, Ed il est en fauteuil roulant, et puis je me suis dit, mais il a des copains. Puis on m'a dit que c'était tabou de parler du handicap. Alors j'ai rajouté du tabou. J'ai fait un gros black. Sam, il est obèse. Un petit maghrébin, il est nain, c'est Gad. Chang, il est malvoyant. Puis je voulais aussi parler du handicap invisible. Donc j'ai fait Tommy. Tommy, il est déficient, il est légèrement autiste. Cette année, la bande à Ed fête ses 10 ans. Il s'agit de la première bande dessinée à mettre en scène des héros ordinaires handicapés. Son auteur était mardi 8 mars à l'université de Versailles-Saint-Quentin pour une séance de dédicace dans le cadre des journées Handifac. Sa venue était organisée par l'association étudiante Cap Évasion. Je pense que c'est un bon vecteur parce que c'est une bande dessinée qui peut s'adresser autant aux adultes qu'aux enfants. Je trouve ça bien de sensibiliser les gens dès leur plus jeune âge puisque ça évite que les préjugés s'installent durablement. Via la BD, ça permet à chacun de s'approprier les personnages, s'approprier l'histoire, s'approprier les situations. Et je pense que c'est vraiment un très bon média et c'est très bien amené dans les planches. Parler du monde du handicap sans pincettes et avec un humour engagé, une recette qui fonctionne pour faire changer les mentalités. Les choses s'améliorent, le regard s'améliore surtout. On en parle de plus en plus. Parler du handicap, c'est faire avancer la cause du handicap. Montrer le handicap, c'est faire avancer la cause du handicap. Voilà le sentiment que j'ai. La bande dessinée a reçu le prix Handy Livre du meilleur ouvrage jeunesse en 2007. Le tome 5 de la bande à Ed est déjà en préparation. Santé à présent, réunir 30 000 témoignages d'étudiants autour d'un questionnaire sur la santé. C'est l'objectif du projet iShare, une étude lancée par les chercheurs de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines en partenariat avec la faculté de Bordeaux. Par le biais d'un questionnaire sur Internet, les étudiants répondent à des questions sur de nombreux thèmes comme la sexualité, le sommeil ou encore leur alimentation. Le résultat de cette étude permettra ensuite la mise en place d'un programme d'amélioration de santé des étudiants. Écoutez les précisions recueillies par William L. Le but étant de réunir 30 000 étudiants français qui répondent à ce questionnaire pour ensuite créer des statistiques, les envoyer à l'État et enfin mettre des choses en place pour améliorer la santé des étudiants, l'accès aux soins, les remboursements. Voilà. Le questionnaire est confidentiel, c'est-à-dire qu'on va demander le nom mais après il va être anonymisé. Et ensuite, idéalement, on demande aux étudiants de répondre 10 ans d'affilée, donc un questionnaire par an, pour pouvoir voir l'évolution de la personne au fur et à mesure en fonction de l'âge et de la section dans laquelle il est. Nous, on est principalement sur l'UVSQ. Il y a aussi des actions qui se font sur les bâtiments qu'il y a à Versailles. Il y a beaucoup aussi d'actions sur Bordeaux. Éventuellement sur des actions à Paris, quand il y a le forum de l'étudiant, par exemple, on peut être présent. Et effectivement, voilà, ça va durer le temps qu'on récolte les 30 000 étudiants. On fera des actions comme ça. Et revenons à présent sur la journée internationale des droits des femmes. Hier soir, le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines et la Fédération française de cyclisme organisaient une soirée spécialement dédiée aux femmes. Démonstration de l'équipe de France, baptême de piste et atelier étaient au programme. La journée internationale des droits des femmes était aussi l'occasion pour la Fédération de présenter son plan de féminisation de la discipline. Retour sur cette soirée avec Mélanie Poquet. Le cyclisme se conjugue aussi au féminin. La Fédération française veut s'en donner les moyens pour dépasser la barre des 10% de licenciés. Hier soir, c'est au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, où elle a son siège, que la Fédération l'a présenté. Ce n'est pas un plan d'urgence, c'est un plan d'action. C'est-à-dire qu'effectivement, pour nous, l'axe de la féminisation, c'est un axe important de développement. Et donc la volonté du président Lapartien, c'était de mettre en place une stratégie qui nous emmène jusqu'à Tokyo, jusqu'aux Jeux de Tokyo, donc une grosse Olympiade. 5 ans pour faire bouger les effectifs de la fédération et notamment les effectifs féminins. Lutter contre les stéréotypes, repenser la formation des futurs athlètes sont quelques-uns des axes de ce plan de féminisation. Et c'est dans cette optique que la soirée entre filles du Vélodrome national a été pensée, avec comme marraine pour cette première édition Pauline Ferrand-Prévôt, quadruple championne du monde dans 3 disciplines différentes. C'est vrai que ça a du mal, mais on va dire qu'on progresse. Après, on peut le voir aussi au nombre de licenciés filles au sein de la fédération. C'est vrai que c'est vraiment en train d'augmenter, donc c'est une très bonne chose. Après, je pense que c'est aussi à travers ces journées-là qu'on va inciter les filles à faire du vélo et aussi leur dire que c'est pas qu'un sport, c'est pas un sport de garçon. Une fille peut aussi faire du vélo, donc c'est très important, oui. Le Vélodrome et la FFC ont décidé de mettre en place un créneau de pratique sur la piste 100% féminin. Et parmi ces jeunes filles se trouve peut-être une prochaine Pauline Ferrand-Prévôt.
Et vous avez dû le constater, ces derniers jours, le temps n'est pas nécessairement de la partie et pourtant il faut penser à entretenir son jardin et donner de l'attention à ses plantes. Le mois de mars est notamment propice à l'entretien des rosiers. Quelques conseils pour ceux qui n'ont pas la main verte. Pour cela, j'accueille en plateau avec moi Mélanie Poquet. Bonsoir à Mélanie. Bonsoir Florane. Alors avant de faire la taille de ces rosiers, il faut savoir le type que l'on possède parce que chacun demande une taille particulière. Il y en a 3 types de rosiers. Les grimpants, les buissons et les couvre-sols. La taille se prépare en 2 étapes. Avant l'hiver, il faut notamment faire un nettoyage pour sélectionner les branches, enlever celles qui sont déjà trop faibles. C'est la taille de mars, par contre, qui est la plus importante, parce qu'elle permet aux rosiers de se renforcer, de faire réapparaître de nouvelles branches. François Moulin est l'ancien responsable du potager du roi de Versailles. Il nous explique comment tailler les rosiers grimpants et les buissons. Pour les rosiers grimpants, on conserve les branches principales. On fait un renouvellement annuel et puis les petites branches secondaires sont taillées, coupées à 2 yeux, à 2 bourgeons. Quant aux rosiers buissons, même époque bien sûr, on prend soin d'avoir un buisson aéré, garder 4-5 belles branches et que l'on coupe, qu'on le redescend à 2-3 bourgeons. En prenant soin de conserver, tailler sur des bourgeons qui regardent vers l'extérieur. Alors là, l'image qu'on va voir, c'est la taille d'un rosier grimpant. Alors, pour le tailler, il faut à chaque fois faire des coupes franches, qu'elles soient bien propres et bien nettes, avoir un bon sécateur qui est bien aiguisé et propre, ça évite d'abîmer la plante. Il faut aussi tailler à chaque fois 2 à 3 mm au-dessus du dernier bourgeon. Il ne faut pas oublier de couper tous les rejets qui viennent du sol parce que ça vient des racines, ça peut abîmer aussi le rosier. Pour le rosier grimpant, il faut aussi penser à attacher régulièrement les branches pour qu'ils prennent une belle forme et ne pas oublier l'ensoleillement de la plante parce que c'est aussi très important pour sa formation. Alors on a parlé de la taille, mais il n'y a pas que ça qui compte. Mélanie, il y a aussi l'entretien à faire. Il n'y a pas qu'au mois de mars qu'on doit s'occuper de ces plantes. De ses plantes, de son rosier, parce qu'il peut être planté dans un jardin, il peut être posé dans un pot sur un balcon, ça demande beaucoup d'entretien. Il faut aussi éviter les intérieurs, parce que je disais tout à l'heure, ça a besoin de lumière, ça a besoin d'humidité. Cette fois, je vous propose de vous rendre chez Marianne Denis, elle est fleuriste à Saint-Cyr-l'École. Au mois de mars, c'est bien de faire un apport d'engrais. Au moment de la taille, justement, on fait un apport d'engrais qu'on va renouveler fin avril au niveau du pied. Après, tout au long de l'année, notamment là, quand les beaux jours arrivent, bien nettoyer le pied du rosier, puisque les rosiers aiment bien avoir le pied toujours bien propre. Au moment de la floraison, il est important de veiller à bien arroser son rosier, parce que c'est quand même une plante qui a besoin d'un arrosage régulier. Alors on a parlé des rosiers, mais le mois de mars, c'est aussi l'occasion de prendre soin de son jardin dans sa globalité. C'est aussi un mois propice aux semis pour donner peut-être vie à votre potager. Oui, parce qu'on peut en effet planter les variétés précoces des pommes de terre, d'ail rose, d'oignons blancs ou encore d'asperges, de petits pois et de carottes. On peut même faire des semis sous abri comme celle de la salade, du chou de Bruxelles ou encore de la betterave. Vous pouvez aussi travailler votre verger, même s'il faut le dire, nous sommes au mois de mars. Celle des pommiers et des poiriers, ça touche déjà à sa fin. Angue Defaux est présidente de l'association Jardin Passion Partage à Guyancourt. Elle nous a reçus chez elle dans son jardin et elle nous donne encore quelques petits conseils. À partir du mois de mars, on commence à nettoyer un peu, à faire un peu du vide dans ce qui reste, récolter tout ce qui reste dans le potager, par exemple les poireaux ou des betteraves. Puis après, relabourer un peu la terre, surtout avec la gredinette. On ne retourne pas vraiment la terre, on le tourne un petit peu, mais pas renverser. Voilà, vous connaissez maintenant quelques astuces pour améliorer votre rosier et votre jardin. Si vous voulez découvrir d'autres astuces de jardinage, l'association Jardin Passion Partage propose un atelier ce samedi au centre Alfred de Vigny de Voisins-le-Bretonneux. Le sujet de ce samedi, ce sont les plantes tolérantes à la sécheresse. Merci beaucoup Mélanie. Et une autre occasion de voir et d'observer de jolies plantes, c'est à la serre aux papillons située à la Queue-les-Yvelines. Elle a rouvert ses portes le 20 février, située dans la jardinerie Poulain. Elle attire de nombreux curieux en admiration devant ses lépidoptères. Elle cherche également à sensibiliser le public à la protection des papillons et à en apprendre un peu plus sur cet insecte. Regardez. C'est dans ces 1000 mètres carrés de végétation que les papillons évoluent. La serre accueille ces espèces provenant d'élevages des Philippines, du Costa Rica ou encore de Malaisie, mais l'un d'entre eux reçoit plus de faveur que les autres. Mon préféré, c'est le grand noir avec le bleu. Le grand, je ne sais pas son nom. Son nom, c'est le morpho-bleu, un des plus grands pensionnaires ici avec 10 à 12 cm d'envergure.
Le papillon bleu, dès qu'il se pose, il ferme ses ailes et l'extérieur de ses ailes est mimétique par rapport à son environnement. Et il a également des petits dessins dessus, à l'extérieur, qui ressemblent à des yeux. Il a un vol rapide et l'extérieur des ailes est marron, donc ça se confond avec l'environnement. Et dans les pays où il vit, on l'appelle le « je te vois plus ». La serre accueille quotidiennement plus de 800 papillons de différentes espèces et familles. Chaque semaine, 700 chrysalides sont placés dans ces éclosoirs, puis surveillés par les mamans de substitution comme Nathalie. Je suis grand, mais je n'étais que dans une chrysalide de cette taille. Et je suis prêt à m'envoler. Un moyen pédagogique pour parler de science aux enfants, et dès le plus jeune âge, ils sont déjà incollables sur l'insecte. C'est quoi le cycle du papillon? La chenille, elle dort. La chenille, elle dort. Ensuite, ça se transforme en papillon. Oui. La serre aux papillons reste ouverte jusqu'au 11 novembre. Chaque année, près de 50 000 visiteurs se pressent pour voir les lépidoptères, eux aussi ravis de voir de plus près leurs visiteurs. Maman est en train de monter sur toi. À suivre tout de suite Kiosque, votre magazine culturel sur 50 ans en Yvelines, présenté par Sephora Namani. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.